Bonjour, je m'appelle Sophie Fouron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe, puisque, depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie s'avère un besoin quasi essentiel pour comprendre nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le monde. Aujourd'hui, vaste sujet, on va faire le point sur l'importance et la valorisation des arts dans notre société. Pour en discuter avec moi, je vous présente tout de suite nos invités. Marie Barguidjan. Bonjour. Bonjour. Sophie. Auteure et spécialiste de littérature jeunesse, merci d'être avec nous. Guillaume Sirois. Bonjour. Bonjour, professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Et David Lorrain, co-directeur artistique du Théâtre du CEP. Bonjour. Bonjour. Toujours à mes côtés, mon binôme, notre philosophe en résidence. Quel cadeau. Normand Baillargeon. Bonjour Sophie, très content d'être là. Merci beaucoup d'être là encore. Place au débat. Le débat fait rage depuis des années et continue de faire couler beaucoup d'encre. De l'emballage de lieux célèbres comme le Reichstag de Berlin par Christo et son épouse Jeanne-Claude, en passant par une simple banane scotchée sur un mur par Maurizio Cattelan et vendue 120 000 $ US, ou encore la création musicale de John Cage, qui n'est en fait que 4 minutes 33 de silence. Toutes ces œuvres suscitent, encore et toujours, la même question. Est-ce que c'est vraiment de l'art? Normand Baillargeon, est-ce que c'est possible de définir l'art? C'est une excellente question. Et la question est un champ de mine conceptuel, en fait. Je vais vous en donner quelques aspects. À l'origine, chez Platon et Aristote, on tend à définir l'art comme imitation, mimésis, disent-ils. Alors, on peut comprendre qu'il y a du bon sens à dire ça. Un roman, c'est une imitation de la vie, un film, une pièce de théâtre, etc. Mais il y a aussi des gens qui ont dit, attention, c'est pas une simple imitation, l'art, c'est l'expression de l'âme intérieure d'un artiste, une vision expressionniste de l'art. Van Gogh ne fait pas que peindre des forêts ou des arbres, il exprime sa vision de ces choses-là. Donc, voici un autre aspect de l'art. L'art moderne, surtout à partir des surréalistes, va se voir comme une entreprise de dévoilement magique du réel que les gens ne voient pas habituellement. Autre conception de l'art, plausible. Il y a même des gens qui définissent une vision institutionnelle ou procédurale de l'art. Si Marcel Duchamp réussit à mettre dans un musée un urinoir signé R. Mott, c'est de l'art par définition. Devant tout cela, il y a un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein qui suggérerait que peut-être qu'on ne doit pas chercher une essence de l'art qui traverse toutes les formes d'art, mais que les formes d'art ont entre elles des ressemblances de famille. Alors, c'est un ensemble de choses sans avoir une définition unique. Un peu comme dans une famille, les gens ont des airs de famille entre eux. Alors, toutes ces choses-là qu'on appelle art ont des ressemblances de famille sans qu'il y ait un trait unique, une essence qu'ils partagent toutes. Ça voudrait dire que la définition de l'art est une chose complexe, je pense. Ça voudrait dire aussi qu'à son propos, on peut encore soulever de nombreuses questions complexes et difficiles, comme on va le voir dans notre discussion, d'ailleurs. Bien, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que, à votre tour, vous êtes capable de définir l'art, Marie Barguidjan? Oui, c'est un concept très flou, très vaste, qui a aussi beaucoup bougé à travers les siècles et qui bouge encore. Donc, ça, c'est un signe de bonne santé quelque part, parce que ça continue à vivre. À évoluer, oui. Pour moi, l'art, c'est d'abord la trace de notre passage sur Terre. Parce qu'au fond, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est quand même ce que les humains laissent comme trace au fil du temps, des siècles, des civilisations. Donc, et puis, c'est sûr, comme Normand vient le dire, il y a plusieurs entrées en matière, la fonction de l'art, sa valeur esthétique, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas une émotion. Donc, un dialogue avec la personne qui le regarde. Donc, ou qui l'écoute, puisque là aussi, on peut élargir le concept de l'art à tous les arts. Mais jusqu'où, je ne sais pas. On peut en discuter peut-être un peu plus tard. On se souvient de l'émotion. Je pense qu'on va en parler. Je pense que c'est très important. Oui, on va en parler beaucoup de l'émotion. Guillaume? Oui, ben moi, je répondrais après le point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique. Hein, puis en général, la sociologie fait une réponse un peu plate à ça en disant qu'est-ce que l'art? Ben, ce que les artistes considèrent être de l'art, hein, tout simplement. Et bon, plate en surface, parce qu'au fond, si on entre là-dedans, je pense qu'il
il y a une certaine richesse conceptuelle autour de ça, c'est-à-dire les artistes sont les maîtres d'œuvre de l'art et donc ont aussi la possibilité sans cesse de la modifier. Hein. Donc, dans la capsule, on vient de voir toutes sortes d'exemples là, où, au fond, les artistes ont poussé un petit peu les limites de ce qu'on considérait de l'art. La banane, par exemple, c'est peut-être une des dernières controverses, mais qui pointe vers ça, je pense. C'est-à-dire, souvent, ces artistes se réclament de Duchamp, là, justement. L'artiste a le droit maintenant de déclarer qu'est-ce que l'art, mais il y a une théorie sociologique que moi j'aime bien de Nathalie Heinig qui dit, voilà, l'art progresse par transgression progressive des artistes. Hein. Les artistes font une transgression, font quelque chose qu'on ne sait pas trop si c'est de l'art, et puis le milieu de l'art va réagir en écrivant, en débattant, etc. Puis, ultimement, va intégrer cette chose-là comme étant de l'art. Bon, je pense que plus personne ne remettra en question aujourd'hui que Duchamp, c'est de l'art, par exemple. Mais au départ, ça s'est posé. Donc, voilà, on est dans cette espèce d'expansion perpétuelle de l'art. Puis je pense que ça explique beaucoup de l'évolution de l'art, en tout cas au 20e siècle. Ça explique aussi beaucoup de débats et de controverses autour de ce concept-là. Absolument. En philosophie, souvent, on aime invoquer l'idée qu'il y a des concepts qui sont par nature polémiques, sur lesquels il peut y avoir... L'art, c'est peut-être un concept qui est essentiellement polémique, à propos duquel on peut débattre. Mais aussi par rapport... Excusez-moi. Je m'excuse, on va laisser la parole à David, peut-être, et sa définition, de l'art. Je trouve tellement que c'est une belle question. Je trouve qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a de façons de voir ce qu'est l'art. Puis c'est ce que je trouve beau. C'est des concepts comme l'amour, la mort. C'est tellement vaste. Puis je pense pas qu'il y a un moment dans l'histoire où on va mettre le doigt sur c'est quoi l'art. Mais pour moi, comme artiste, il faut qu'il y ait une tentative. Puis j'ai été appelé à décrire ce qu'était l'art pendant ma formation parce que j'étais très adepte du théâtre invisible, des pataphysiciens, puis de tout ce qui était un petit peu en marge. Et on me disait, c'est pas de l'art ce que tu fais là. Et j'ai été appelé à me défendre jeune dans ma formation d'acteur et de mettre le doigt sur ce que je considère maintenant être de l'art. Donc, c'était pour moi encore aujourd'hui de l'art ce que je faisais, c'est-à-dire une tentative d'un être humain d'aller toucher l'affect d'un autre être humain par le biais d'une œuvre qui serait un espèce de mélange de conscient et d'inconscient. Donc, il y avait ça dans ce que je faisais. Évidemment, mes profs étaient très divisés sur ce que je faisais, mais je considère encore aujourd'hui que ça l'est. Maintenant, ça ne l'est pas. C'est pas de l'art chez certaines personnes qui m'entourent encore aujourd'hui, des gens qui font ce métier-là, et c'est ce que je trouve beau dans ce métier-là. On ne peut pas plaire à tout le monde, déjà. Non, non plus. Mais j'ai l'impression, quand je vous écoute, c'est que dès qu'il y a de l'humanité, il y a de l'art. C'est depuis que le monde est monde. Je pense qu'on peut avancer ça, probablement. Il y a le regard de l'humain sur les œuvres d'art. Donc, c'est un dialogue, comme une œuvre littéraire, comme une œuvre musicale ou plastique. Il faut qu'il y ait... on parlait d'humanité, enfin, je le définissais par rapport à la trace de l'humanité, mais c'est parce que c'est ça. Et en fait, on veut définir l'art pour qui, pourquoi. En fait, on veut toujours chercher à définir l'art, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce bien nécessaire? C'est une grande question. Et pour qui on le définit? Avec ce que vous dites, c'est quand même intéressant de noter que l'hominisation, on voit apparaître très tôt, lorsqu'on devient des êtres humains, des objets qui semblent avoir été des flûtes, des dessins sur des caves et ainsi de suite. Donc, l'art semble être contemporain d'une certaine forme d'hominisation, comme si ça correspondait à un besoin pour les êtres humains de s'exprimer de cette manière-là. Mais souvent, je fais un parallèle, puisque j'interviens beaucoup dans les écoles, en montrant qu'un enfant, dès qu'il a un crayon en main, la première chose qu'il va faire, c'est de se dessiner, se raconter et raconter les autres. Jusqu'à 4-5 ans, jusqu'à ce qu'il entre à la grande école, on va dire. Donc, c'est comme instinctif chez l'humain, je pense. Et c'est en parallèle avec les hommes de la préhistoire, en fait. Les enfants Cro-Magnons, je les appelle. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un récemment me demandait que serait le monde sans l'art. Hein? Mais je pense que c'est une fausse question, justement, parce qu'on ne peut pas vraiment penser cette... Ce serait l'art sans le monde. Voilà, mais est-ce qu'on peut penser l'humanité sans l'art? Sans doute, ça n'existe pas. Alors, je vais vous amener ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'un artiste? Qui peut prétendre être un artiste? Si l'art est partout, maintenant, surtout avec tous les moyens de diffusion, c'est extrêmement facile de publier un livre, de le diffuser. Même chose pour la musique, la danse. On pense à TikTok, juste très
concrètement, qui peut prétendre être un artiste? David, tiens. C'est la grande question de notre époque chez les artistes parce que tu viens de le nommer avec les applications puis tout ça via Instagram, des gens vont venir cogner à la porte des grands théâtres en disant ben regardez, j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur un réseau, donc je suis une artiste, je fais des chorégraphies, je chante. Et là, on revient à quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de démarche. Et moi, ce que je mets toujours de l'avant quand je parle de la différence entre un artiste puis quelqu'un qui va faire des vidéos, c'est la démarche artistique. C'est quoi qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu projettes? La pensée qui est derrière. Une pensée qui n'est pas obligée de s'adresser à l'intellect. Parce que souvent, on va faire ce lien-là. C'est pas parce qu'il y a une réflexion intellectuelle derrière l'acte artistique que nécessairement, ça va être quelque chose d'intellectuel. Au contraire, mais ça prend une démarche, en fait, pour moi, à la base de toute chose. Intéressant. Marie? Pendant longtemps, on l'a relié aussi au savoir-faire de l'artiste. Oui. Hein. Il y a tout le côté artisanal. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de ça, mais quelque part, en multipliant toutes les technologies, au fond, l'art a toujours évolué aussi en suivant des technologies. Quand la photographie est née, ça a provoqué des choses, etc. Donc aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où la technologie permet énormément de choses, on est dans un monde exploratoire. Finalement, l'artiste peut-être devient un peu artisan grâce à tout ce qu'il a entre les mains. Je ne sais pas, c'est une question que je pose en fait. Mais il y a un retour à quelque part aussi des artisans. Hein. Bon, avec tout l'art conceptuel, tout ça, les artistes sont beaucoup détachés de la technique. Mais maintenant, il y a tout un retour de ça, du savoir-faire technique qui peut se manifester dans les médias, mais qui se manifeste aussi beaucoup dans la matérialité hein, des œuvres. Il y a eu tout un retour là, vers des objets. Je trouve derrière les questions qu'on débat en ce moment, il y a aussi la question de la valeur de l'art. Une question normative. Au nom de quoi on en juge? Qu'est-ce qui constitue du vrai art? Par exemple, il y a un débat sur, vous connaissez sans doute la haute culture et la culture populaire, par exemple. Mais évidemment, les frontières sont mutables, peuvent bouger. Il y a des choses qu'on considérait autrefois de la culture populaire qui est aujourd'hui reconnue comme de la haute culture. Je me tromperai peut-être, tu me corrigeras, mais Shakespeare et Molière étaient très populaires à leur époque. Et il n'y a aucun doute que c'était de la haute culture. Je me demande aussi si ça, en ce moment, n'est pas complexifié par la commercialisation de la culture et les outils, Internet et autres, qui permettent de commercialiser. Donc, les frontières deviennent de plus en plus difficiles à cerner. En commençant, on disait c'est difficile de cerner l'art, mais c'est difficile si on ajoute la dimension normative, qu'est-ce qui est véritablement de l'art, à l'heure où les frontières sont brouillées entre haute culture, grand art, culture populaire, culture commerciale. Et qui décide, surtout? Voilà. Ouais. Qui décide que c'est du grand art? Qui décide que c'est des beaux-arts et que c'est pas de la culture populaire? C'est ça aussi, avec la démocratisation des arts. Il y a quelque chose de... Il y a du flou qui s'installe et moi, j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Ceci étant dit, mais Guillaume, allez-y. Non, mais tout à fait. Je pense que c'est aussi traditionnellement, le grand art était associé à une certaine élite, à un certain... voilà, qui décidait ceux qui avaient le pouvoir, hein, plus ou moins. Puis là, on parle de plus en plus en sociologie, en tout cas, d'omnivorisme culturel. Hein. Les gens pigent un petit peu à gauche et à droite, sont autant amateurs de ce qu'était jadis le grand art et de formes beaucoup plus émergentes ou alternatives et tout ça. Donc ça vient aussi, je pense, mêler les choses. C'est-à-dire, on ne peut plus facilement établir des blocs. Tel type de consommation correspond au grand art, là. Ça met un peu tout au même plan aussi. Oui. Il y a ça, parce que voilà. c'est fort au niveau littéraire, par exemple. On va donner autant d'importance à un tweet qu'à un texte plus pensé, plus profond. Enfin, tout est un peu mis au même plan et du coup, ça enlève de la valeur peut-être aux choses les plus profondes. Et ça donne à celles qui ne devraient pas être mises de l'avant. Enfin, l'enjeu ça que vous se discute, soulevez, ça aussi, c'est ça, voilà. l'enjeu que vous soulevez philosophiquement, c'est celui du relativisme esthétique. Ah oui. Est-ce que si tout se vaut, peut-être que plus rien n'a de grande valeur non plus? Ouais. Avec l'évolution des médiums aussi, au fil des ans, est apparu, tu sais, au début, bon, avec la télévision, le cinéma, bon, on avait des œuvres, quand je parle de théâtre, de films, de séries, qui étaient relativement courtes. Et là, tranquillement, sont apparues des choses comme la quotidienne en télévision, par exemple. Est-ce que la quotidienne, l'auteur qui est derrière ça, écrit une œuvre d'art? Est-ce qu'on peut écrire une œuvre d'art de 40, 50 heures sans se perdre en cours de route?
Et c'est extrêmement difficile à faire et faire plusieurs saisons comme ça, alors que dans une pièce de théâtre, on va travailler le même nombre d'heures, c'est-à-dire une année complète, pour aller chercher l'essence de ce qu'on veut dire en 1h20, 1h30. Et c'est ça. Donc, avec l'évolution des médiums, puis tout ça, la question devient encore plus difficile à... Parce que des fois, je regarde une quotidienne, puis je fais « Oh, wow, je viens d'être touché par... Il s'est passé quelque chose. » Puis d'autres fois, je fais « OK, on remplit du temps. » Et ça, ça arrive souvent. Mais David, dans votre programmation, par exemple, au Théâtre du CEP, vous avez ces considérations-là en tête par rapport à est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va toucher, est-ce qu'on va avoir beaucoup de monde? Il y a toujours des questions vraiment toutes simples comme est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça aussi? Ben oui, c'est sûr. Alors, vous devez composer avec ça constamment? Constamment. Puis on s'inspire beaucoup de ceux qui étaient là avant nous. Donc, M. Duceppe disait dans sa saison qu'il allait programmer 5 shows, 2 petits, 2 moyens, une grosse. Puis il disait, le gros, ça, c'est le show qui va amener tout le monde au théâtre, qui va être le gros vendeur. Puis mes petits, ça va être mes risques. Puis mes moyens, ça va être ceux que je sais que mes abonnés vont aimer. Puis tout ça, puis vraiment, au niveau du risque, là, c'était calculé. Nous, on a commencé progressivement notre première saison. C'était un peu frileux parce qu'on se disait, ben, on va amener beaucoup de jeunes. Donc, cette réflexion-là aussi, on veut que les jeunes se sentent concernés par l'art, c'est-à-dire les pièces qu'on va présenter, mais on ne veut pas non plus que ceux qui viennent depuis longtemps quittent l'établissement. Donc, cette espèce de passage-là, on l'évaluait à 3 ans à peu près. Ça s'est fait en 1 an et demi et on a vraiment l'aval des abonnés, de ceux qui sont là depuis longtemps, qui nous disent « On se reconnaît dans ce que vous faites, vous avez une réflexion au niveau de... on veut se reconnaître dans ces personnages-là. » Et ce n'est pas une question d'âge des personnages ou d'enjeu, c'est une question d'humanité qui se transmet ou non dans les œuvres. Donc, quand on lit des pièces, c'est vraiment ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est-à-dire cette espèce d'humanité universelle qui va aller toucher le plus de gens possible, peu importe la race, la religion, l'âge. Ce qu'on ne va pas nécessairement voir dans tous les théâtres, nous, comme spectateurs. Puis le défi qu'on s'est donné comme directeur artistique avec Jean-Simon Traversy, c'est d'aller essayer de retrouver cette affaire-là, mais c'est pas évident. C'est pas évident à faire et de refaire année après année. Et sans trahir la vision de M. Duceppe, oui. Le mandat de l'institution, la vision de M. Duceppe, toujours conserver ça, pour nous, c'est primordial. Puis c'est des contraintes. On dirigerait peut-être pas un autre théâtre de la même façon, mais il y a aussi une raison pour laquelle, comme artiste, moi et Jean-Simon, on s'est retrouvés là. C'est parce qu'on trouvait qu'on fitait dans ce moule-là. Puis les gens qui nous ont choisis aussi, là, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. Donc, on a une connexion avec M. Duceppe et M. Dumont, d'une certaine façon. Il y a une des choses que vous avez dites qui me touche beaucoup, parce qu'on pense souvent à l'universel comme étant incarné par la science. La science découvre des lois universelles et nécessaires. Il me semble qu'une des marques de l'art, c'est risqué d'avancer ça, là. C'est une tentative pour partir du singulier et atteindre l'universel. Et là, ce qu'on appelle, par exemple, des grands personnages dans l'histoire du théâtre, ce sont des gens qui ont peut-être cette capacité de parler à tout le monde et d'incarner quelque chose d'universel. Ça me semble assez important et juste. Ce qui réussit souvent la musique. Quand même, la musique, c'est l'art qui va peut-être toucher le plus universellement les gens. Bien, c'est tout à fait la définition que M. Duceppe avait du théâtre ou de ce que devrait être le théâtre. Puis moi, quand on est arrivé en poste, justement, on avait lu un grand article dans la revue Jeu où il défendait vraiment cette chose-là, c'est-à-dire cette tentative-là d'aller rejoindre le plus grand nombre. Mais c'est sûr que dans l'art contemporain, en particulier, on va trouver des défenseurs du contraire de ça, qui vont dire c'est pas grave s'il y a une personne dans la salle qui a compris. Moi j'ai fait ma job comme artiste. Ça, je l'entends souvent. Et ça se défend. Ça se défend. Et ça se défend. Oui. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre... Mais en même temps, cette personne-là qui est touchée, si c'est la seule, tant mieux. Mais encore une fois, si on parle d'un modèle économique qui se tient, ça va être un peu difficile. Si tu as une personne dans la salle qui aime la pièce, elle peut retourner à tous les soirs, mais quand même. Plus difficile. Puis j'ai rencontré des artistes aussi qui me disent, moi, peu importe si les gens adhèrent ou non, j'ai pas de problème, je fais de l'art. Donc, s'il y a 0 personne dans la salle qui se sentent concernées, pour cette personne-là, ça demeure de l'art. Et je pense que ça peut demeurer de l'art, mais ma vision personnelle, moi, j'adhère pas à ça comme artiste. J'aimerais qu'on parle des bienfaits de l'art, ce que ça fait lire un livre, ce que ça fait aller voir une exposition, écouter de la musique. J'aimerais vous entendre là-dessus, après la capsule. Les œuvres artistiques sont partout dans nos vies et dans nos villes, et ce n'est pas sans raison. Les arts nous font du bien. Si la musique adoucit les mœurs,
tout porte maintenant à croire qu'elle soignerait aussi les maux et que les arts, en général, seraient un excellent remède pour les esprits torturés, au point où des médecins prescrivent maintenant des visites au musée pour soigner le corps et l'âme. Les arts comme service de première ligne? Et pourquoi pas? Normand Baillargeon, pourquoi on a tant besoin des arts dans la vie? Alors, définir les arts, on a vu, c'était très compliqué. Dire ce qu'ils nous apportent, c'est également très, très compliqué. Mais je vais quand même essayer de brosser un petit portrait de tout ça. D'abord, c'est évident que les arts nous apportent du plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles on les fréquente. Il y a un plaisir esthétique qu'on ressent avec eux. Ça nous donne aussi accès au beau. Alors, on accède à quelque chose qu'on ne voit pas normalement dans notre vie quotidienne, à la beauté. J'insisterai aussi pour dire qu'on apprend des choses de l'art. Alors, Aristote soulignait ça dès le début de l'aventure de la pensée occidentale. L'art imite les actions humaines et on apprend des choses sur le monde et sur nous-mêmes à travers les arts. C'est donc extrêmement important. Un grand économiste français qui s'appelle Bernard Maris m'avait déjà dit « Si je veux comprendre le fonctionnement de l'argent, je vais consulter un économiste. Mais si je veux savoir ce qu'est l'avarice, je lirai Balzac. » Et donc, là, il y a la possibilité d'apprendre des choses à travers des lectures, des fréquentations. Pour citer un autre homme que j'aime beaucoup, Chomsky, l'écrivain, le linguiste Noam Chomsky, dit, et il sait qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir dit ça, mais il maintient qu'on peut en apprendre plus sur la nature humaine à lire des œuvres littéraires qu'en consultant des psychologues. Alors donc, on peut apprendre des choses grâce aux œuvres d'art. Selon certains, Aristote notamment, on peut aussi se purger de certaines pulsions malsaines à travers les œuvres d'art. La notion de catharsis renvoyée à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui justifient qu'on fréquente des œuvres d'art. Mais aussi, je tenais à le dire, il y a aussi des dangers de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art peut nous tromper. L'œuvre d'art peut servir à des propagandes. Sous le régime nazi, les films nazis ont servi à encourager la haine des Juifs et ainsi de suite. Donc, Platon rejetait les poètes de la cité. Non sans raison. Ils se méfiaient de leur pouvoir. Et ça, c'est déjà reconnaître que l'art a un immense pouvoir. Alors, pourquoi fréquentons les œuvres d'art? Pourquoi les fréquente-t-on? Devrait-on les fréquenter? Voilà les vastes questions qui sont posées par tout ça. Des tout petits enjeux. Minuscules. Minuscules. Je vous pose la question, tour de table. Qu'est-ce que l'art vous apporte, je vous dirais, dans votre vie personnelle et quels sont les bienfaits, selon vous, sur la collectivité? Un enrichissement, ça c'est indéniable parce que ça m'amène sans cesse à réfléchir, à me questionner. L'art peut me provoquer, vous avez parlé de beau, mais ça c'est très subjectif. Hein. Quelque chose qui me paraît beau peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais j'ajouterais aussi une dimension de ce besoin qu'on a de miroir un peu. Enfin, en fait, il y a un dialogue quand on regarde une œuvre d'art. On cherche, des fois c'est long avant qu'une œuvre d'art nous parle ou nous dise quelque chose. C'est Daniel Arras, je crois, qui parlait de ça, du temps silencieux qu'on a devant l'œuvre d'art. Puis, il y a Nancy Houston qui parle de l'espèce fabulatrice. Je dirais que l'art a une fonction fabulatrice parce qu'on a tous besoin d'histoire, on a tous besoin quelque part d'un récit. Et chaque œuvre d'art est porteuse d'une forme de récit. Alors pour moi, c'est ça. Si je vous demande une œuvre qui vous fait du bien? La jeune femme à la perle de Vermeer. Ah, c'est mon œuvre fétiche. Oui. Quand ça va plus ou moins bien, vous allez la voir, puis ça y est. J'ai fait un livre dessus. C'est vrai? Bon, ben, carrément. Voilà. David Lorrain? Encore une autre question assez large. Moi, strictement comme spectateur, tu évoquais l'effet miroir, mais juste justement la possibilité de se reconnaître dans une œuvre, ça fait déjà beaucoup de bien. C'est comme si, quand on va, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais parler de l'art vivant un petit peu plus parce que je suis un enfant de l'art vivant, mais il y a ça dans l'art vivant, c'est-à-dire dans la possibilité à plusieurs personnes d'aller aussi voir une œuvre et de se reconnaître ensemble. Il y a quelque chose, il y a un mouvement collectif. C'est pas pour rien si... en ce moment, à Montréal, avec les spectacles annulés, puis tout ça, c'est plus difficile collectivement. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il nous manque quelque chose. Il manque une partie de l'âme montréalaise qu'on a de la difficulté à trouver. Ça, pour moi, ça passe beaucoup par les spectacles. Donc oui, le culturel, ce qu'on va voir sur scène, mais aussi cette espèce de possibilité-là de se rapprocher, d'être les uns cordés sur les autres pour vivre ensemble une expérience commune et forte. Donc, moi, personnellement, puis c'est pour ça aussi que j'ai étudié en théâtre puis que je fais ça, c'est cette expérience-là qui vient me chercher comme consommateur d'art et de culture. Maintenant, je vais au musée aussi, mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus un recueillement ou qui va me donner de la stimulation intellectuelle,
qui va ensuite m'aider au théâtre, étrangement. Puis c'est quelque chose qu'on fait aussi les acteurs puis les metteurs en scène. C'est pas rare en salle de répétition de voir des grands livres avec des œuvres d'art et on va s'inspirer de ça pour partir dans une direction pour un personnage. Même chose pour la musique aussi. J'ai travaillé avec des metteurs en scène qui nous dirigent en nous disant, par exemple, écoute tel compositeur, c'est ton personnage. Et comme acteur, tu es sur scène et tu n'as pas ton texte en tête, il est acquis. Tu as cette composition-là et ça te place le corps et ça te donne une grandeur. Et pour plusieurs acteurs, la musique est supérieure au théâtre parce qu'elle vient inspirer la fibre même de l'acteur. Donc, voilà, j'ai dérogé un petit peu. Non, mais, non, pas du tout. Une œuvre qui vous fait du bien, David Lorrain? je reviens toujours à Mort d'un commis voyageur de Miller au théâtre, qui pour moi, ça a été un fondement dans le théâtre contemporain et j'y reviens régulièrement. Votre classique à vous. Ouais. Guillaume, à votre tour. Oui, ben j'enchaîne sur ce que vous venez juste de dire, c'est-à-dire l'art, mais quel art aussi, hein? Parce qu'il y a ça dans vos commentaires, c'est-à-dire quand on va au théâtre, puis quand on écoute la musique, puis quand on va au musée, peut-être on ne cherche pas la même chose aussi, hein? On cherche différentes expériences. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée aussi qu'on se connaît mieux à travers l'art. Hein? Ça, je pense que c'est fondamental, en fait. Je pense que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans l'art. Et pas seulement pour se reconnaître soi, mais aussi pour se fantasmer autre, je dirais. Hein? C'est-à-dire, on peut, à travers les œuvres d'art, vivre par procuration quelque chose qu'on ne vivrait pas, qu'on ne peut pas vivre pour différentes raisons. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Ceci dit, je pense qu'il faut aussi ajouter une dimension plus critique, là, peut-être, parce que on est tous d'accord hein, qu'il faut aller fréquenter les arts, etc., etc. Puis je pense qu'en général, les convaincus de l'art ont une tendance un peu prosélytique, hein? Il faut aller, etc. Tout le monde devra aller dans toutes circonstances, tout le temps, etc. Puis ça, je pense qu'il faut quand même... nuancer. Voilà, prendre ses distances Oui. aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, oui, ça nous semble être une activité fondamentale, certes, mais il y en a d'autres aussi, des activités fondamentales dans la vie. Oui. Est-ce que je peux vous demander à votre tour l'œuvre qui vous fait du bien? En fait, je pense que je refuse de répondre parce que moi, je suis multiple. Je n'arrive pas, en fait, à nommer à une. mettre une. Je pense que c'est toujours peut-être la dernière en date, celle qui m'a le plus bouleversé, etc. Donc, Bon, ben si vous y voilà. pensez, vous nous le direz. D'accord. Ou après, quand les caméras seront parties. Où je garde mes secrets. Voilà. Normand, est-ce que vous avez une œuvre qui vous touche et à laquelle vous revenez sans cesse? Moi, c'est connu, c'est l'œuvre de Jacques Prévert, le poète. Prévert, c'est mon écrivain préféré, voilà. Qui a fait du théâtre, qui a fait du cinéma, qui a fait des collages, qui a fait des On réduit chansons. trop souvent Et qui a fait de la... Oui, c'est ça. ces choses pour Les gens, en général, ne aux connaissent poèmes pas pour enfants. l'ampleur Ben oui. de Prévert. Bien sûr, il a écrit de la poésie, mais il a aussi écrit des romans, des romans du théâtre, du cinéma, fait des collages, écrit des livres pour enfants, écrit des chansons. C'est une œuvre vraiment gigantesque qu'on connaît mal. Une chose m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, c'est l'idée de correspondance entre les arts. On ne l'évoque pas souvent, mais ça complexifie encore la définition de l'art. Une espèce de synesthésie dont parlaient certains poètes, hein, par le fait qu'on puisse correspondre, les œuvres puissent correspondre les unes avec les autres. Et ça, c'est profondément troublant. C'est-à-dire qu'un personnage de théâtre puisse être compris à travers une œuvre musicale, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. En philosophie, il y aurait un penseur qui s'appelle Hegel qui développait une sorte de vision de l'art qui s'incarnerait peut-être là-dedans, mais qui est profondément troublante aussi. Et je pense que c'est tout à fait vrai. On a tous senti ça, cette espèce de synesthésie dont Comme la musique accompagne certaines scènes de Par films, exemple, mais oui. et cette ça correspondance, devient dissociable. Oui. complètement. Je reviens à la notion de critique dont parlait Guillaume. Est-ce que c'est possible? Nous, on est tous convaincus. On y va au théâtre et au musée, on lit et tout, mais est-ce que c'est possible de vivre sans les arts? On continue à respirer, on continue à fonctionner. Non, spontanément. Est-ce que vous voyez ça comme envisageable? Je relancerai sur deux thèmes. Le premier, c'est que c'est quand même frappant de voir que les gens, même si ils sont peut-être pas aussi fascinés que nous par l'art,
recherchent quand même de l'art. Ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils écoutent, ils lisent la poésie, ils aiment la chanson, ils aiment la musique. Ce qui m'intéresse aussi dans cette dernière question-là, c'est dans quelle mesure l'art peut être malsain, dans quelle mesure l'art peut être troublant, nuisible même. Et ça, je pense, c'est une question qui mérite d'être posée, qui rejoint ce que vous souleviez tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il est possible que l'art soit nuisible parfois. Oui, c'est ça. Je pense qu'on refuse complètement de penser le rapport plutôt malsain ou destructeur des arts. Puis un des exemples me semble être la création de l'UNESCO, où à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on a cette idée qu'on va créer un grand forum international dans lequel on pourra parler de culture dans un sens large, mais d'éducation, de sciences, etc. Et dans le préambule de l'UNESCO, on écrit justement que c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre et c'est dans l'esprit des hommes donc qu'il faut la combattre. Et la réponse à ça, c'est la culture. Et donc, si on amène la culture, on n'amènera jamais la guerre. On va combattre la guerre, on va combattre le mal, on va combattre le vilain. Alors que, voilà, il y a une forme de naïveté, je trouve, qui circule largement en général dans les amateurs d'art par rapport au fait qu'on va exposer n'importe qui, ça va toujours avoir des effets bénéfiques, quoi. Ben, je pense que ça peut former des meilleurs penseurs, mais peut-être pas des meilleures personnes. Oui, mais voilà, mais c'est un peu le lien peut-être avec l'épisode précédent sur la liberté d'expression, c'est-à-dire est-ce qu'on doit montrer seulement l'art qui fait du bien ou l'ensemble de l'art et arriver à le critiquer puis à voir dans quelle mesure parfois il peut avoir des éléments plus négatifs, quoi. Et s'il y a des éléments plus négatifs, est-ce qu'on les censure? Est-ce que... ça, c'est une vaste question encore. Est-ce qu'on brime une certaine liberté d'expression créatrice? Il faut que le dialogue soit ouvert, quoi. Il faut que le dialogue soit ouvert et il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions aussi pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Alors, je vous amène au prochain sujet. L'éducation au Québec n'en finit plus de se réformer. Et d'année en année, il semble y avoir de moins en moins de place pour l'enseignement des arts, au point où on dit maintenant des arts qu'ils sont le parent pauvre de l'éducation. Alors que la preuve est faite depuis longtemps qu'ils contribuent à la persévérance scolaire et à la formation de citoyens qui se révéleront plus engagés et, faut-il le dire, plus cultivés. Alors pourquoi si peu de moyens sont-ils consacrés à l'enseignement des arts dans la formation de nos jeunes? Normand Baillargeon, comment est-ce qu'on peut faire en tant que société pour vraiment se donner les moyens de nos ambitions culturelles? Alors, je pense qu'un élément de réponse absolument important, à mon avis, c'est l'éducation. Par l'école et par l'éducation, c'est là qu'on peut donner le goût des arts. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne goûtent pas assez à la maison. Alors, c'est à l'école qu'ils ont la seule et unique possibilité d'entendre de la musique qu'ils ne connaissent pas, d'aller vers le théâtre, d'aller vers des formes d'art qui leur sont inconnues à la maison parce que le milieu culturel familial est plutôt pauvre. Donc, valoriser les arts à l'école m'apparaît important. Il se fait des choses au Québec, il y a des programmes particuliers en art, mais c'est trop souvent le parent pauvre à l'école. Et là, c'est collectivement qu'on peut décider de valoriser les arts comme ça. Il y a évidemment les politiques publiques qui servent à valoriser les arts. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je ne connais pas très bien les budgets et les politiques publiques, mais c'est clair qu'il y a une façon par les politiques publiques de valoriser les arts. Il y a un danger que je pressens aussi dans la valorisation des arts, c'est qu'on vit un moment de commercialisation de tout. Et la commercialisation de l'art risque de nous amener à valoriser des choses qui sont peut-être pas toujours des œuvres d'art ou des œuvres d'art importantes ou respectables. Et je soulèverai quelque chose qui a rapport avec ce que vous avez soulevé tantôt, cette universalisation. Je pense, avec le poète bengali Tagore, là, que c'est important que les gens goûtent à toutes les grandes gloires de l'humanité. Tagore disait, dès qu'on apprécie, qu'on aime une œuvre d'art, elle devient nôtre. Et laissez-moi goûter ce plaisir sans mélange de penser que toutes les gloires de l'humanité sont à moi. Et je pense qu'il y a une forme d'universalisation possible ici, que l'UNESCO a ratée, mais que l'art permet. Et ça permet de connaître et de comprendre les frères humains, comme disait vous savez qui. C'est beau ça, quand même. Comment est-ce qu'on valorise les arts, Marie Bergidjan? C'est sûr que comment on les valorise aujourd'hui. Je suis en train, tout d'un coup, pendant que vous parliez, je pensais au moment du confinement. Puis je me suis dit que sur toutes les plateformes Facebook, on avait chanté, on avait montré des œuvres d'art, on avait lu des textes, etc. Et puis après une fois le confinement terminé, ou plus ou moins,
on les a un peu laissés tomber, les artistes, au fond. Donc, il y a un problème, à mon avis, là, sur la position peut-être gouvernementale, la position de notre société par rapport à l'art, de l'engagement par rapport aux artistes et aussi du fait d'arrêter de donner toujours tout gratuitement à travers ces médias sociaux. Combien d'artistes se sont produits sur les médias sociaux pour nourrir ce confinement sans être Et payés. nourrir ce besoin essentiel, je Voilà. rajouterai, parce qu'on Donc. s'est bien rendu compte à quel point c'est important de se faire et divertir et nourrir Voilà. par tous Après, ces il y a arts. des efforts quand même dans notre société. Il y a des saisons d'art mural qui sont extraordinaires à Montréal. Ça, c'est très beau. On a mis des pianos dans les rues. Je trouve ça formidable. Mais voilà, il y a un point d'achoppement là qui manque avec l'éducation. Je pense que moi qui vais beaucoup dans les écoles, je ne comprends pas en fait. Vraiment, ça m'échappe parce que les enfants manquent de points de repère du coup dans la façon dont ils grandissent. Il faut qu'ils se situent. Et j'ai donné à Saint-Hyacinthe justement un cours d'histoire de l'art aux profs, mais elles m'écrivent encore, ça fait 10 ans, elles m'ont dit: mais ça a complètement changé notre approche, même par rapport à la littérature jeunesse, on fait des liens dans l'illustration et cetera». Enfin bon, voilà, ça leur a donné des points de repère qu'elles peuvent transmettre aux enfants. Donc c'est peut-être aussi au niveau universitaire qu'il faut nourrir à la formation des enseignants. C'est ça, il y a la Quelque formation des chose, maîtres pour qui est qu'ils puissent se importante, oui. transmettre. Mais c'est une certaine peur aussi, non? Peut-être de Ça fait peur. ces enseignants de se commettre ou de ne pas, Oui, de parce pas que- avoir les mots, de ne pas être capable d'y aller. Oui, parce que c'est réservé aux spécialistes. Ouais, On voilà. parle d'art, et puis c'est des spécialistes qui s'occupent de ça. Il y a comme une incompréhension que non, ça fait partie de ta vie. Tu peux l'intégrer et aussi sans avoir une connaissance. Enfin, moi, j'écris des livres sur des artistes. Quand j'arrive avec mon livre sur Riopelle, la plupart des profs connaissent rien. Ils ont juste l'image de Riopelle, vieil ermite à l'île aux oies, voilà, à la fin de sa vie. Mais elles connaissent pas tout son cheminement. Et là, tout d'un coup, on leur parle de ça. Je montre les œuvres aux enfants qui sont capables spontanément, par leurs sensations, leurs émotions, leurs réflexions, de dire des choses. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'historique. Ça peut venir après. Donc, on peut faire une approche beaucoup plus spontanée et enlever la peur, désacraliser les choses un peu. Tout à en fait. Moi, un de mes premiers jobs dans le milieu culturel, c'était de faire des visites dans un musée. Puis justement, les enfants devant Riopelle, hein, c'est merveilleux. Oui, ils ont plein de choses à tellement de dire. choses à dire. Ils s'éveillent tout de suite, alors que c'est souvent difficile avec les adultes. Ils veulent rien dire, ils veulent pas avoir l'air idiot, etc. Oui, ils ne veulent pas avoir l'air idiot, surtout Voilà. en art abstrait. Oui, voilà. Mais c'est fascinant quand même, ça aussi. Il y a une déconstruction à avoir. Il faut arrêter de se donner des complexes par rapport, surtout à l'art contemporain ou à tout ce qui est contemporain, je pense, au niveau de l'art. Et c'est accessible à tous. À partir du moment où on est touché, on n'est pas obligé d'avoir toute l'histoire des derniers Non. siècles de Ça, on peut l'histoire. faire marcher notre regard, Voilà. déjà, tout simplement. Il hein. faut se permettre de pas tout comprendre. Il faut être indulgent. Ben oui, puis moi, si je pense aux profs qui m'ont amené vers l'art, parce que je me destinais pas du tout vers un cheminement vers les arts, mais ceux qui m'ont éveillé, c'est pas nécessairement les plus intellectuels, c'est ceux qui nous montraient l'œuvre et qui disaient parlons-en. Et là, ensuite, ben, il y a une discussion qui se passe, puis là, ça t'éveille sur plein de choses, sur ce que tu viens de vivre. Puis, donc, je pense que les profs, je peux comprendre que des fois, vont avoir une réserve quand on va parler d'une œuvre d'art, de pas trop se mouiller, puis tout ça, mais juste de mettre en contact l'étudiant avec l'œuvre d'art, c'est déjà 90 du travail. Faites-les parler, puis ça va faire le travail déjà. Et les visites au théâtre, là, vous en avez peut-être avec les jeunes. Ouais. Ça se passe beaucoup à Denise Pelletier. Oui. Moi, je me souviens avoir été au théâtre petite à Denise Pelletier. C'est important, ça aussi. Ça fait partie d'une formation académique, je crois. Mais est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est trop de classiques? Ça aussi, c'est une question dont on peut débattre. Qu'est-ce qu'on leur montre à ces jeunes-là? Ben, personnellement, mon point de vue à moi, c'est que c'est un trop peu, oui, et trop de classiques, oui. Ceci dit, ça tend à changer. Je vois de plus en plus de profs intéressés vers des œuvres contemporaines. Je pense que les profs, tranquillement, comprennent que un être humain peut rester traumatisé par une œuvre d'art avec laquelle il n'y a eu aucun contact. Et pas vouloir moi, y retourner ben, jamais. c'est ça, pas Ouais. vouloir y retourner jamais. Puis ça, c'est un problème que moi, je vis dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que j'essaie d'emmener mes amis avec qui je suis allé au secondaire, avec qui que je connais depuis longtemps au théâtre, et c'est l'explication qui revient le plus souvent quand on me dit non gentiment, c'est
Ah, écoute, non, non, moi, le théâtre, c'est pas pour moi, là, au secondaire, là, j'ai vu telle pièce. Oui, mais... Ah! Et on a dans ces belles matières-là, ces étudiants-là, ces jeunes-là, des belles éponges et on va leur sacrer un cours d'histoire. Et c'est pas d'un cours d'histoire dont il y a besoin, c'est d'humanité, c'est de comprendre que l'art, c'est pas nécessairement juste ce qui s'enseigne avec des dates puis avec un auteur précis. Donc, pour moi, si j'avais la possibilité d'enseigner à des futurs enseignants en théâtre ou en art, ce serait important qu'ils comprennent ça, qu'au-delà des dates, parce que j'ai eu aussi des profs qui m'enseignaient les dates puis les mouvements, mais je me rappelle de rien de ça. Je me rappelle de quand on m'a mis en contact avec des œuvres. Et donc, oui, il devrait y en avoir plus. Je pense que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, et on le dit depuis des décennies dans le milieu. Parlez-vous, oui. Parlez-vous, il y a tellement à faire ensemble. Puis dans la capsule, on parlait que oui, l'art faisait des citoyens plus engagés, plus cultivés, mais plus empathiques aussi, et des gens qui vont aussi peut-être mieux voter. On voit chez nos voisins du Sud, l'art n'est pas subventionné. En tout cas, le théâtre n'est pas subventionné avec les dérèglements qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va réagir à ce qui se passe dans la société de drôles de façon. On n'a pas de repères. Souvent, l'art va être une solution. Puis je trouve aussi qu'à l'école, ça va chercher des enfants qui ne sont pas forcément les plus académiques. Justement, ça leur provoque des choses et ils sont étonnants, ces enfants-là. Voilà. Souvent, j'ai eu des expériences comme ça qui les a valorisés, en fait. Ce que vous avez abordé, c'est un débat très présent en éducation. Le débat qui concerne une vision essentiellement, il ne faut pas les opposer comme s'ils n'étaient pas réconciliables, mais une vision essentiellement expressionniste de l'enseignement des arts et une vision axée sur un curriculum transmettant des savoirs. Et je pense, j'avance modestement l'idée qu'il arrive aussi que des gens n'entrent plus dans le domaine des arts parce qu'on ne leur a pas transmis les savoirs qui étaient nécessaires pour apprécier ce que... Alors, imaginez, par exemple, un curriculum d'enseignement de la musique purement expressionniste. On invite les enfants à jouer, à s'amuser, à composer, etc. Un curriculum purement centré sur le contenu voudrait qu'en première année, on apprenne la gamme, ensuite... Et à la fin, quand on sort de l'école, on sait ce que c'est un concerto, on sait ce que c'est une symphonie, on connaît... Vous voyez? Alors là, je pense qu'il y a un équilibre à rechercher entre un enseignement expressionniste des arts et un enseignement centré sur des contenus qui habilitent à apprécier les arts ensuite. Parce qu'il se pourrait que les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'histoire du théâtre, par exemple, quand ils assistent à une pièce qui présuppose que tu sais des choses sur l'histoire du théâtre, tu ne comprends pas la pièce, tu n'es pas capable de l'apprécier. Donc, il y a une espèce d'équilibre à rechercher entre un enseignement expressionniste et curriculaire de l'art, me semble-t-il. C'est vaste mandat, oui. Oui, mais je pense que c'est très juste aussi parce que, voilà, dans votre exemple, on voyait aussi comment c'est un moment charnière, au fond, d'exposer les enfants à l'art. Parce que oui, il y en a qui vont ouvrir leurs yeux, ils vont être charmés peut-être pour le reste de leur vie, mais il y a aussi vos amis qui ont été dégoûtés, en fait, puis qui ne veulent plus y retourner. Moi, j'ai vécu les deux, c'est-à-dire que la première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était un classique. Puis je me rappelle que notre prof nous avait demandé, comme justement, il avait ouvert la discussion, comment vous êtes senti. Puis je me rappelle avoir dit, j'ai l'impression d'être allé au musée. Et ça supposait que c'était pas nécessairement agréable? Ça supposait que j'apprenais des choses historiques, je voyais des costumes de notre époque, des façons de, par exemple, traiter la femme qui datait de notre époque, d'autres, tu sais, j'apprenais. Mais j'étais pas nécessairement... Encore là, je parlais de l'affect au début. On venait pas me chercher nécessairement. Je pense qu'il y avait peut-être eu une scène là, un petit peu émouvante à un moment donné, là, où là, j'ai fait « Ah, OK, il se passe quelque chose ». Mais pour moi, tout le reste, c'était plus cérébral, tu sais. Et en même temps, je me permettrais de rajouter, pour prendre un exemple qui m'est cher, Molière, Tartuffe, c'est important d'avoir un certain nombre de repères historiques sur ce que c'est la France de cette époque-là, ce que ça peut être la place de la religion, comment ils la contestent et pourquoi. Alors là, il y a des savoirs préalables nécessaires pour pouvoir apprécier cette pièce-là. Normand, moi, je dirais que c'est pas nécessaire, si tu es un adolescent, de voir Tartuffe. Tu le prends à ce moment-là pour le génie de l'écriture. Plus tard, si on accroche, peut-être qu'on peut
fouiller davantage Mais les références. Mais au départ, Je comprends bien, mais il reste que l'école peut avoir pour mandat de préparer à écouter cette pièce-là C'est vrai. en recevant le plus de richesse possible, me semble-t-il. Mais moi, j'ajouterais aussi d'un point de vue esthétique, hein, parce que, c'est-à-dire, je pense qu'on a tous vécu dans un parcours, disons. Il y a des œuvres qui nous intéressent absolument pas. Quand on a 15 ans, on trouve ça plate à mourir. Puis à 40 ans, ça nous intéresse beaucoup. Tout à fait, oui. Puis donc, je pense qu'il y a aussi ça, hein, cultiver son œil, bon, c'est ce genre de... Et ce qui change souvent, ce sont les savoirs avec lesquels on aborde cette œuvre-là. Voilà, Quand on l'a lu ouais. à 15 ans, on ne voyait pas un certain nombre de choses qui nous apparaissent évidentes 25 ans plus tard. je pense qu'il faut cultiver la curiosité aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut cultiver et je vais vous poser une question qui va peut-être vous déstabiliser, mais prenez-la au bon. Normand, si je vous dis demain matin, vous êtes ministre de la Culture, vous avez une baguette magique et un budget illimité, parce que je rappelle que le budget en ce moment au Québec pour la culture, c'est 1,3 % du budget général. Alors peut-être que vous pourriez avoir un peu plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est une très difficile question à laquelle je ne veux pas me Par où risquer à commencer? répondre avec Par des où choses très commencer? précises. Mais je vais défendre un principe qui me semble extrêmement important, qui guiderait mes actions en tant que ministre. Le principe est le suivant. Je pense que dans notre monde, dans notre société, on est toujours en train, typiquement, de répondre à une demande. La logique de marché, la logique économique nous incite à nous engager dans une réponse à une demande. J'essaierai de partout instiller et faire valoir le fait que comme ministre de la Culture ou comme ministre de l'Éducation, je veux m'inscrire dans une logique de proposition d'une offre. Alors, je pense que les jeunes, les gens ne peuvent pas savoir s'ils aiment telle ou telle chose si on ne leur a pas proposé cette chose-là. Alors, mon action serait guidée par cette grande maxime que je ferai inscrire à l'entrée du ministère. Nous sommes, nous, dans une logique de proposition d'une offre plutôt que de simple réponse à une demande. Oh, ben peut-être qu'on peut déjà l'inscrire dans bien oui. des endroits, cette Ouais. maxime. Peut-être qu'on peut s'en rappeler. Guillaume, à votre tour, c'est votre Oui, ben, année pour être ministre de la Culture. Je mets mes gants blancs aussi parce que je trouve que c'est une question très, très complexe. Effectivement, il y a tellement de volets sur lesquels on peut agir. Je pense que pour prendre la balle au bon de ce que vous venez de dire, je pense que la mission qui reste fondamentale, c'est de susciter la création, hein, qu'il y ait des créateurs, qu'il y ait des bassins de gens qui proposent, hein, puis qu'on ait la possibilité de faire des essais. Hein. Je pense que c'est pas toujours qu'on soit pas toujours dans une logique de rentabilité, est-ce que telle chose a bien marché, ok, je subventionne la suivante, mais d'accepter qu'il y a des choses qui marcheront pas parce que ça me semble être une des éléments fondamentaux de l'art. C'est-à-dire, on essaie quelque chose. Des fois, ça va pas du tout. Et voilà. Mais je pense que devant nous, il y a aussi tout un ensemble de chantiers parce que le monde change vite et on ne peut pas se contenter non plus de faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire de lancer de l'argent puis penser que ça va être suffisant. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. On en parlait avant l'émission, mais de rapports numériques, de nouvelles créations, etc. Donc, je pense qu'il y a des chantiers sur lesquels se pencher là-dedans. Ben, c'est un bon début. C'est un bon début. On s'en souviendra. Ben, j'ai déjà eu à me poser cette question-là et j'avais à l'époque appelé certains intervenants importants du milieu culturel parce que j'avais la possibilité de discuter avec le prochain ou la prochaine ministre de la Culture, puis j'avais un 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Et je ressentais tout le poids du monde sur mes épaules. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est quelque chose qui est très concret, donc un peu plate, mais t'exposais tantôt que, 1,3 % là, de l'économie s'en va en culture. Ce qu'on demande depuis 1992, c'est 2 %. C'est vraiment d'aller chercher le 2 % et c'est pas pour rien, là, depuis 92, puis en tout cas, au niveau des arts vivants, les artistes sont là. On a un bassin riche d'artistes qui est pas soutenu, qui n'arrive pas à vivre de son métier.
On aurait une offre qui est très forte. Il y a aussi toute la question de l'identité québécoise là-dedans, dont on n'a pas parlé pendant autour de la table, Qui est à mais défendre, qui est oui. très, très à défendre, parce que nécessairement, les arguments qui vont aller à l'opposé, qui vont ramener vers le 1 ça va être des arguments, bon, justement, mais aux États-Unis, eux autres, c'est 0,1 puis au Canada anglais, c'est moins. Pourquoi? Bien, il y a toute cette question-là d'identité, puis d'identité qui est encore en formation, c'est-à-dire que le Québécois, comme tel, c'est pas comme le Britannique où quand tu vas au théâtre à Londres, eux autres, ils défendent une histoire qui est centenaire et nous, on est encore en train de la créer, c'est très sensible et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ce 2 %-là. Maintenant, il y a des pays en Europe où ils vont chercher du 8, du 10 l'Islande, l'Allemagne, qui sont des pays où, puis on le sent, puis on voit, puis ça serait le point numéro 2 de ce que je ferais comme ministre de la Culture. Ce serait de donner le numéro de téléphone du ministère de l'Éducation, au ministère de la Culture, puis qu'il aille prendre un verre. Ça serait la deuxième. Mais d'aller au théâtre avant, puis après qu'il aille prendre un verre. Ou C'est ça, Ouais, c'est ça. Ah, Ah, c'est ça. Dans la même Idéal. soirée. Marie, à votre tour. Alors moi, je pense, je pars du fait qu'un Québécois sur deux a de la difficulté à lire et à écrire et à comprendre. Donc, pour développer et faire que nous vivions dans une société de lecture, de culture de la lecture, dont l'art et des arts, en tout cas, vraiment au niveau universitaire, dans la formation des professeurs, je changerais vraiment les choses. J'imposerais des cours d'histoire de l'art, d'histoire de la musique, d'histoire du théâtre, pour qu'ils fassent des liens entre leurs matières, en fait, pour que les cours soient plus signifiants et plus riches. Et là, peut-être qu'on va gagner du terrain sur le problème de l'analphabétisme. Je pense que vous seriez tous engagés déjà au ministère. Ça nous amènerait quelque part collectivement. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'avoir participé à cette discussion qui aurait pu durer des heures et des heures, mais bon. Si vous voulez explorer ce sujet plus en profondeur, je vous invite à découvrir la nouvelle série L'espace de l'art sur le site savoir.media. Et avant de se quitter, je laisse la parole à notre philosophe en résidence qui va encore une fois nous épater avec ses citations. Une citation, elle est d'André Breton, que vous connaissez sûrement, le créateur du mouvement surréaliste. Breton et ses camarades étaient des gens de gauche très engagés. Il aurait été plausible qu'ils s'engagent auprès du Parti communiste à l'époque, et ils ont rigoureusement refusé de le faire, Breton et les autres, au nom de l'autonomie de l'art et de l'importance de l'art et de la contribution particulière de l'art aux enjeux sociaux. Il écrit en 1938 avec Diego Rivera un article dans lequel il dit « L'art ne peut consentir sans déchéance à se plier à aucune directive étrangère et à venir docilement remplir les cadres que certains croient pouvoir lui assigner à des fins pragmatiques extrêmement courtes. Mieux vaut se fier au don de préfiguration qui est l'apanage de tout artiste authentique, qui implique un commencement de résolution virtuelle des contradictions les plus graves de son époque et oriente la pensée de ses contemporains vers l'urgence de l'établissement d'un ordre nouveau. » Voilà, Breton, sur l'importance de l'art. Rien à dire. Ouais, rien à dire, exactement. Formidable mot de la Bien. fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. À très bientôt pour repenser le monde ensemble.